14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, le face-à-face. Eh bien, nous sommes avec un ami de la maison, Alexandre Jardin, qui a tenu l'antenne avec des scores d'audience absolument mirifiques et qui vient aujourd'hui nous parler de son engagement politique. Enfin, il vient nous parler de la France. Alexandre Jardin est un témoin exceptionnel de ta France. Alors, l'émission s'appelle La France dans tous ses états. Alexandre Jardin connaît la France dans tous les états, plus ceux que lui connaît, qu'il est seul à connaître, et notamment sur le malaise, j'allais dire, du peuple français, de cette France d'en bas. Il y a mille façons de la définir. Alors, Alexandre Jardin, Maud et moi, on a attendu la fin octobre pour vous inviter, parce qu'on est sûr qu'il n'y aurait pas de tomates sur le marché, parce que je vous ai vu une fois arriver chez Marc-Olivier Fogel avec des tomates, et en lancer une, alors il s'est pas pris dans la poire, en disant si les questions sont mauvaises, j'envoie la tomate. Alors, j'espère que vous n'êtes pas venu avec des tomates, ni avec des fraises, mais enfin peut-être éventuellement du nougat, peu importe. Mais enfin, on va discuter à bâton rompu sur vos engagements, votre vie, votre témoignage, votre vie de romancier. Vous avez écrit des choses absolument délicieuses. Mais là, vous êtes un homme en colère. Je vous ai vu l'autre jour sur RMC pousser un coup de gueule contre vos copains Pierre Rondeau, puisque, voilà, j'ai connu cette maison. Vous étiez passablement énervé parce que vous en avez marre de quoi? Qu'on assimile. Du mépris. Voilà, quoi. En fait, le mot populisme vous emmerde. Mais parce que c'est un mot de mépris. Et au stade où on en est dans ce pays, où on rétablit une conversation démocratique entre gens bien, qui ne s'insultent pas, et il y aura un chemin de sortie où on en passe par la disqualification de l'autre avec un vocabulaire insultant. Et je me fais une très haute idée de la démocratie. Et en démocratie, on ne s'insulte pas. Je veux dire, on écoute, même si c'est compliqué, ce qu'est l'autre, même s'il dit des choses qui vous irritent. Et donc, effectivement, je ne laisserai jamais passer une insulte, parce qu'on représente des mouvements qui sont fondamentalement démocrates, mais viscéralement démocrates. C'est-à-dire que c'est bien parce qu'on a un problème de démocratie, de connexion avec le bas du peuple et le haut du système qu'on est en crise. Et je dirais même littéralement démocrate, puisque démocrate, il y a une signification précise qui signifie que c'est la décision du peuple, la volonté du peuple. Le souverain, les gens qui nous écoutent, et le souverain doit être respecté. Mais Alexandre Jardin, le mot populiste, pour vous, c'est une insulte ? C'est toujours employé par les gens qui l'emploient comme une forme d'insulte. Oui. Et je ne traite pas le macronisme de populisme. Ça correspond relativement à la définition, mais pourquoi vous ne me voyez jamais l'employer? Je ne traite pas tous les gens qui flattent les bas instincts et les peurs des gens avec ce terme, alors qu'ils sont partout aujourd'hui sur l'échiquier politique. Mais simplement, on sait que c'est un mot qui est dégradant. C'est peut-être lié au fait, Alexandre, que avec cette régression de la connaissance de la langue française, on confond démagogie, qui est une réalité. Oui. Et les gens qui en général dénoncent le populisme sont souvent des gens qui ont fait preuve de démagogie plus qu'une fois. Donc, dans les grandes largeurs, ils ont une leçon à donner à personne. Mais on voit bien que de toute façon, il y a un problème sur l'ensemble du spectre politique. Il n'y a plus aujourd'hui un populisme quelque part. Il s'est infiltré dans la totalité du discours. Parce qu'on a quitté, tout simplement, l'obsession de respecter les gens qui nous écoutent. Ils essayent de dire des choses, désespérément, avec le peu d'espace qu'on leur laisse. Et nous, ce qu'on va accompagner avec les gueux, je vais vous dire ce qui se passe à 16h aujourd'hui. À 16h, j'ai une grosse réunion technique avec des gens qui nous construisent, pour le mouvement des gueux, l'application qui servira probablement en début d'année prochaine, au tout début de l'année, à lancer des grands référendums, à ce qu'on puisse voter avec sa carte d'identité de manière sécurisée. Parce qu'il va bien falloir qu'à un moment donné, comme on n'arrive pas à dire ce qu'on essaye de dire à travers le système des partis, parce que très souvent, on se reconnaît dans un tel, et pas forcément dans l'ensemble de l'offre d'un parti, ce qui est très souvent mon cas.
eh bien, à un moment, je veux que les gens puissent dire ce qu'ils ont à dire. Donc, à 16h, je vais prendre connaissance du rétro-planning technique. On va y revenir parce que j'ai besoin... À un moment, il faut que les gens puissent... Alexandre Jardin. Le retour au peuple, il est fondamental. Je vais vous demander une définition précise du mouvement des gueux. On va d'abord procéder par étapes. On disait populisme. Est-ce que le populisme aujourd'hui n'est pas l'expression du suffrage universel, tout simplement? Ils se confondent tous les deux. La majorité du peuple français, adopte, rejoint des sentiments, des opinions, des revendications, des souffrances qui sont assimilées à du populisme. Si aujourd'hui les sentiments du peuple parlent haut. Parce que dans la réalité, les gens font ce qu'ils peuvent dans des situations extrêmement tendues face à des systèmes complètement fous. Sur Sud Radio, la chaîne m'avait aidé, par exemple, à défendre le maire de mon village qui avait un problème. On lui interdisait de faire venir des chèvres pour nettoyer la garrigue. Quel village, rappelez-le? Non, je veux pas dire. Ok, vous voulez pas. Pour être tranquille. D'accord. Pour moi, c'est un compliment de le citer. Mais enfin, je comprends. Oui, mais je comprends qu'il peut y avoir des effets secondaires. C'est dans l'autre. Mais cet homme était en face d'administration qui lui interdisait de faire venir des chèvres pour nettoyer la garrigue. Il y a un risque de feu. Et l'intervention de Sud Radio a parvenu a déclenché un mouvement de presse, des émissions de télé, et finalement la préfecture, l'ONF ont plié, et on a pu faire venir les chèvres. C'est une des raisons majeures pour lesquelles mon village n'a pas brûlé. Si on fait l'inventaire des aberrations de ce genre sur le territoire français, administratif ou territorial, c'est monstrueux. Donc ça, c'est le réel. C'est effectivement ce que vivent les gens. Et si vous rappelez qu'il y a 22%, 36% des Français qui n'arrivent pas en ce moment à payer leur facture énergétique, c'est pas du populisme. C'est que on a une structure des revenus, des salaires nets qui ne permettent pas de vivre décemment. Et l'Europe envisage de réglementer les découverts. Il n'est plus question que ça soit automatique. C'est quand même extraordinaire. Mais c'est des dingues. Alexandre, vous avez procédé par étapes. Parce que votre écriture, votre littérature est toujours liée à ce qui se passe, à votre engagement. Il y a des romans qui racontent votre vision du monde, vos espoirs, vos désespoirs, vos souvenirs. Vous êtes un romancier et un écrivain, reconnu, avéré, avec des scores de vente à rendre jaloux Marcel Proust ou Romain Gary. Vous avez procédé sur l'engagement politique avec 3 étapes. Laissez-nous faire, premier titre, ça annonce la couleur. Révoltons-nous. On passe au stade suivant et on met les pieds dans le plat avec les gueux. Et vous choisissez les gueux, on est bien d'accord, ce sont ces paysans du Moyen-Âge qui étaient déconsidérés. En général, les gueux provoquent des jacqueries, si ma mémoire est bonne. Et n'oublions pas que le nom que la monarchie donne à la République, c'est la gueuse. Les gueux et la gueuse. Pourquoi avoir choisi le terme gueux très précisément, qui sont des paysans révoltés? Parce que je ne l'ai pas choisi. Il s'est imposé. Il s'est imposé. Le 31 décembre dernier, j'ai fait un post pour dénoncer le fait qu'un tiers de la nation allait être viré des villes avec l'instauration des ZFE, puisque ce tiers ne pouvait pas changer, n'avait pas les moyens de changer de voiture. Et à la fin, j'ai terminé ce post par une boutade en disant « mais on s'en fout, c'est des gueux ». Et le lendemain, il y avait plus de 500 000 personnes qui étaient venues voir le post, et le hashtag gueux était né. Mais qu'est-ce que ça signifiait? Avec tous les sens que vous venez de rappeler, c'est que le peuple se reconnaissait dans un mot de mépris. Or, c'est toute la crise politique actuelle. Nous devons sortir de la culture du mépris. Pourquoi j'ai poussé une gueulante sur RMC l'autre jour? Parce que je n'accepte pas qu'on entre dans des débats avec du mépris. C'est ce qui est de plus laid. Vous vous souvenez, Alexandre, au lendemain du traité constitutionnel, du référendum du 25 mai 2005, les éditorialistes de la presse dite de gauche, qui traitaient les électeurs du non, de quoi? D'ignards, d'incompétents, de xénophobes. Ils les traitaient de gueux, en fait. Vous n'êtes pas compétent. Vous êtes prononcé sur un dossier dont vous n'avez pas de connaissances, vous n'êtes pas compétent. Vous êtes des cons. Voilà, vous devez réserver ça aux sachants qui savent, et vous avez qu'à faire ce qu'on vous dit de faire à l'endroit où vous dit de faire. Et c'est tout ça qui n'est plus toléré. Sujet après sujet. Parce qu'en réalité, c'est toujours le même thème qui revient. Lorsque tout à coup l'Europe vient avec une nouvelle législation pour compliquer la question des... Prendre un peu plus de pouvoir. Prendre un peu plus de pouvoir sur le peuple. Bancaires. La vraie vérité, c'est que la seule mesure respectueuse, c'est de limiter le taux que pratiquent les banques. C'est tout. Voilà. C'est tout. Tout le reste, c'est un truc de mépris
qui se foutent complètement du fait qu'il y a 22% des gens qui nous écoutent, qui sont dans le rouge à partir du 15 du mois, et pour qui c'est vital, parce que c'est des parents, ils doivent payer la cantine, ils doivent... Et on leur prend du fric quand même. Mais évidemment qu'on leur prend du fric. Et c'est pas gratuit, hein. Non. Et ça veut dire que le mépris, pour moi, le mépris le plus dingue de nos systèmes bureaucratiques, c'est même pas de cracher à la gueule de l'autre, c'est de pas le voir. De même pas le considérer. Il n'existe pas. Il n'existe pas. On l'a effacé. C'est de l'indifférence. Mais c'est comme ça que le mouvement des gueux a pris cette force. Parce qu'à un moment donné, on a dit stop, absolument stop sur les ZFE. Et c'est loin encore d'être gagné, parce que pour l'instant, il y a un scandale de fou. On est arrivé à faire voter ça à l'Assemblée, et pour l'instant, nous n'obtenons pas la date de la commission paritaire avec le Sénat. Pour l'instant, on ne l'obtient pas. Ça veut dire que le système bureaucratique est en train d'essayer d'étouffer le truc. Alexandre, on va continuer cette conversation. Mais ça, c'est du mépris. On appelle les gueux qui écoutent Sud Radio à nous appeler au 0826 300 300 et à venir plus jamais tolérer le mépris. Voilà, et à venir nous faire une jacquerie radiophonique pour discuter avec Alexandre. Voilà, la libération de la France commence un petit peu aujourd'hui. J'ai l'impression avec votre très saine colère, Alexandre. À tout de suite. Joyeuse. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Nous sommes avec Alexandre Jardin, qui a non seulement écrit un essai sur les gueux, mais qui en même a suscité ce mouvement qui aujourd'hui va devenir une composante. Ça avance, j'allais dire progressivement, mais on sent que c'est en train de prendre corps et que beaucoup de gens, quand ils comprennent votre démarche et que le contenu de cette revendication, se reconnaissent dans ce mouvement des gueux. Je les remercie d'adhérer sur le site lesgueux.fr, parce que leur cotisation, elle sert à quoi ? Là, en ce moment, c'est avec cet argent qu'on finance les outils de démocratie directe, dont le peuple va pouvoir se servir sans demander l'autorisation de personne, parce qu'on va faire ça avec des blockchains, c'est infalsifiable, hors de portée d'un État. À un moment, il faut que le peuple puisse dire ce qu'il veut dire de manière décente. Et au moment où il a envie de le dire. Oui, et qu'on refasse des grandes majorités. Parce que la lutte contre les ZFE, on avait rejoint 78% de soutien populaire. 8 Français sur 10. Or, notre objectif, ça va être de faire des grandes votations qui refassent de l'unité dans ce pays fragmenté. Oublions pas que la ZFE touche une thématique qui est le transport, l'énergie, qui a engendré les Gilets jaunes. Donc on sait que sur ce genre de thématique, le peuple français peut se mobiliser et se fâcher. Donc, se fâcher lourd, parce que si vous empêchez les gens de travailler... Parce que c'est ça. Hein. Et surtout les pauvres. Oui. Si vous les empêchez de travailler parce qu'ils n'ont pas les moyens de changer... je pense à des infirmières des hôpitaux de Rennes qui vivent, parce que les loyers sont trop élevés en ville, qui vivent à l'extérieur. Elles vont travailler comment ? C'est extrêmement concret. Pire, les personnes âgées. Quand vous avez un certain âge, allez dans un garage Renault, Peugeot ou autre et demandez un crédit automobile. Vous croyez qu'à 80 ans, on vous donne un crédit sur 10 ans ? Ah, ça risque Tout pas. est bloqué, Non, en fait. donc les vieux, terminés, virés. Les jeunes, vous croyez qu'ils ont les moyens de s'endetter ? Non, donc les jeunes, virés. Et s'ils sont à 15 ou 20 km de leur boulot, virés. Et pourquoi les motards se sont battus avec nous ? Parce qu'il y a des pelletés de jeunes qui travaillent 2-3 étés pour se payer une moto pour démarrer leur vie professionnelle. Bien sûr. Leur formation. C'est un outil de travail. Ben oui. Et là, virés. On leur impose le contrôle technique. Donc, le risque, je vais être très franc, je pense que soit ils vont asphyxier ce que la technocratie de Matignon est en train de faire, en repoussant la commission paritaire. Matignon au sens large, quelle que soit la couleur politique, on est d'accord. Oui, mais je parle de technocratie. Oui. C'est très stable. Des énarques, on va dire des énarques. C'est voilà. très stable. Oui, finalement, c'est assez cohérent, assez homogène. Soit ils vont essayer, là c'est la stratégie actuelle, soit on arrive à force de boucan et de hurler partout à obtenir ça, et il y a un deuxième risque, c'est le Conseil constitutionnel. Il peut y avoir un effet de deuxième lame. Et là, ils sont tellement déconnectés qu'ils peuvent foutre le feu au pays. Surtout qu'ils disposent, depuis que le Conseil constitutionnel en 71 s'est octroyé la possibilité d'invoquer la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 89 dans la Constitution, ça veut dire qu'ils ont aujourd'hui une latitude pour pouvoir décider de tout sur tout. Qui est complètement dingue. Donc, nous ne sommes pas à l'abri. On va se battre là avec le mouvement des gueux.
pour absolument ça. Et puis, l'autre truc qui nous obsède, c'est la facture d'énergie. C'est-à-dire que les gens qui nous écoutent, je rappelle, 36% des Français n'arrivent pas, c'est un tiers, plus du tiers, n'arrivent pas à payer ces factures-là. La boucle. Et donc, si ce décret repart dans un cycle de hausse, mais qu'est-ce qu'ils veulent? Que la moitié de la France grelotte? Je pense pas que les pouvoirs publics et que la classe politique prennent ce risque. Mais comme vous dites, on n'est pas à l'abri d'une... En tout cas, ils peuvent signer parce que tous les lobbies de la Terre qui en croûtent, parce qu'en réalité, ça correspond à une privatisation rampante. On avait un outil public génial, qui était EDF, qui fabriquait de l'électricité nucléaire et hydraulique peu chère, décarbonée. Et tout à coup, il y a eu tellement de ruses pour satisfaire Bruxelles, avec les Allemands derrière qui veulent pas qu'on ait une électricité bon marché, des intérêts privés, le tout béni par les cinglés qui veulent une décroissance, c'est-à-dire la pauvreté. Hein. À un moment, ça veut dire... Oui. La pauvreté des gens. Qui consomment quand même un petit peu, voilà. Oui. Or, aujourd'hui, les gens qui nous écoutent savent que la facture, même quand ils baissent leur thermostat, elle continue à monter. Oui. Parce que la partie taxe continue à monter. Si cette PPE3... donc, ce sujet de l'énergie, ça fera partie des questions référendaires qu'on soulèvera. Est-ce qu'on veut... Je ne vais pas vous dévoiler déjà comment la question sera posée, mais qu'on revienne à un système normal. C'est-à-dire, un système normal, on devrait payer objectivement, on travaille en ce moment avec Proglio, avec André Merlin, ancien patron d'EDF, ancien patron de RTE, on devrait la payer 25% moins cher. Et oui. Donc, est-ce que les Français veulent ça? Donc, les gens qui m'écoutent, pour l'instant, on est tous impuissants. Donc, il faut qu'on objective ce qu'on pense tous par des outils. Ça s'appelle la démocratie. Alors quand c'est bloqué, on va la débloquer. Alexandre Jardin, vous divisez la société française, on a 1000 façons de pouvoir la diviser, et dans l'histoire, il y a des catégories qui ont été inventées par des hommes politiques, par des penseurs. Vous avez une césure très nette. Elle fait penser à la définition de Mirabeau et du tiers-état. Qu'est-ce que le tiers-état? Tout. Qu'est-ce qui représente rien? Qu'est-ce qui veut dire quelque chose? Vous faites une différence entre les diseux et les faiseux. Et vous êtes en train d'expliquer aujourd'hui que la République française, elle est gouvernée par une poignée de diseux, enfin une grosse poignée de diseux, voilà, qui imposent leur volonté aux faiseux, à ceux qui tous les jours produisent, font, agissent. Et que vous trouvez pas ça normal? Ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. À la limite, imaginons que ça ait fonctionné. C'est qui les diseux? C'est la classe politique? C'est une élite? C'est les sachants? C'est ça? C'est ce qu'on voit tous les soirs lorsqu'on écoute la radio ou qu'on regarde la télé. Ils sont médiatisés. Oui, ils sont médiatisés. On voit les diseux. Les gens sont terrifiés, quoi. Ils sont absolument terrifiés. Et puis, ce phénomène de technocratie. À partir du moment où vous êtes dans un système où l'essentiel de la décision est piloté par une technocratie européenne ou française, c'est à peu près les mêmes. Technocratie, bureaucratie, où on peut lier un peu les deux? Oui, technocrate, bureaucrate. Vous savez qu'à ce moment-là, il faut revenir à une révolution paisible, très tranquille, mais démocratique. Il faut rendre les clés à un moment, rendre les clés du camion. Vous appelez pas à l'insurrection? Vous êtes pas sur la ligne de certains insoumis qui disent qu'il faut révolutionner tout péter? Mais je vais vous dire pourquoi. Parce que la dernière fois, les gens se sont fait éborgner. Les gilets jaunes? Oui. Donc, est-ce qu'on veut ça? Non. Non, j'ai pas envie d'envoyer les gens prendre des coups. Je préfère organiser. C'est pour ça qu'on finance des outils d'expression démocratique. Parce qu'il va bien falloir canaliser tout ça, l'exprimer donc massivement. Le but, ce n'est pas de descendre dans la rue. On est bien d'accord. Le but, ce n'est pas de descendre dans la rue. Ou de descendre, mais civilement. Démocratiques. Après, le peuple est souverain. Il fait ce qu'il veut. Mais moi, je ne veux pas prendre la responsabilité de faire éborgner des gens. Ouais. Donc, je préfère structurer et objectiver par des référendums. Et puis, le 11 novembre, par exemple, on va faire une action devant le parvis de la gare Montparnasse, toute la matinée à l'heure du déjeuner, avec les pêcheurs et les agriculteurs sur le pouvoir d'achat. Parce que votre pouvoir d'achat est complètement déréglé. On parlera du réel. Alexandre, nous avons... C'est peut-être un gueux qui nous appelle de Marseille. Il s'appelle Robert. Bonjour, Robert. Bonjour. Bonjour. Robert, est-ce que vous êtes un gueux? Un demi-gueux.
Je me considère comme un gueux, malgré que je n'ai pas de problème de fin de mois. Oui. Mais je comprends énormément les gueux. Ce qui s'est passé chez nous à Marseille, c'est qu'au mois d'août, en pleine canicule, le maire de Marseille a décrété la ZFE, avec contravention à l'appui. Ah oui. Alors que nous avons des bateaux de croisière qui polluent Marseille et la région, et ça représente 1 million de véhicules. À une autre échelle qu'une voiture. Oui, exactement. Voilà. Et là, on ne fait rien. Alors, on s'attaque aux gueux, comme on dit. Je suis d'accord que nous sommes presque tous des gueux maintenant. Et voilà, ça n'avance pas. Donc vous n'avez pas le droit de prendre votre voiture pour aller tout simplement travailler ou faire vos courses ou voir votre famille. Là, vous êtes taxé. Par contre, les milliardaires peuvent prendre leur yacht, faire le tour du Frioul, revenir vers les Calanques, et là, il n'y a pas de problème. Tesla, ça passe. Et nous avons d'ailleurs un quartier qui s'appelle l'Estac à Marseille. Eh oui. Qui sont complètement pollués. D'ailleurs, il y a des effets dramatiques parce qu'ils ont des cancers. Ah, il y a des effets sur la santé, c'est évident. Ah oui. Alors, tout le monde... Alexandre Jardin vous répond, Robert. Alexandre Jardin vous répond. Alors, dans la réalité, tout le monde est écolo. Personne n'a envie de respirer de la mer. Mais ce que dit monsieur, c'est quoi? Il dit qu'on ne peut pas procéder par ségrégation. Si on ne règle pas nos problèmes en respectant l'égalité républicaine, c'est-à-dire sans exclure personne. Or, monsieur vient de dire qu'il y a eu ségrégation. Qu'il y a eu discrimination sociale. Mais bordel, la République n'a jamais été... Donc tout le monde a envie de dépolluer le pays, tout le monde. Tout le monde préfère des solutions décarbonées. Pourquoi on est contre la PPE3? C'est parce qu'on ne veut plus de cette augmentation du prix de l'électricité qui empêche l'électrification des usages. C'est-à-dire que cette soi-disant écologie, elle empêche l'écologie. Parce que si on veut se chauffer au chauffage électrique plutôt qu'au mazout... C'est le paradoxe. Pour dépolluer, il faut que ce soit moins cher. En fait, c'est la ZFE qui est anticonstitutionnelle. Si on prend la lettre, l'esprit de la Constitution et notre thème liberté, égalité, fraternité, la ZFE est la négation de ce principe. C'est la négation de la République. Tout à coup, il y a ce que dit monsieur qui a eu lieu à Marseille, c'est la négation de la République. On a fait une révolution en 1789 à un moment pour que le territoire communal appartienne à tout le monde. Ça ne veut pas dire que l'on nie la réalité, qu'il y a un risque environnemental, qu'il y a des mesures à prendre courageuses, effectivement, mais pas de cette façon. Mais évidemment. Mais pas en chassant... Merde, on va pas purifier l'air des riches en virant les pauvres. Le truc n'est pas possible. Le truc n'est moralement pas possible. Ça existe, la morale. Bon, on continue d'en parler dans un petit instant. N'hésitez pas à nous appeler, à réagir, à poser vos questions à Alexandre Jardin. 0826 300 300. On est sur Sud Radio et on est ensemble jusqu'à 14h. À tout de suite. La France dans tous ses états. Nous sommes avec Jean Jardin. On est en train de décrypter... Alexandre Jardin. Parce que j'ai dit Jean Jardin. On va en parler. Parce qu'ils sont très nombreux. Chez les Jardins, il y a Alexandre, il y a eu Pascal, il y a eu Jean. On est avec Alexandre Jardin. On est en train de décrypter la colère du peuple français, comment la canaliser, comment la rendre acceptable. Et on la rend acceptable comment? En écoutant le peuple, par son expression, par le suffrage universel. Finalement, la classe politique... En la mesurant. Finalement, aujourd'hui, notre système politique, la Ve République, avec cet échelon, l'élection du président de la République au suffrage universel, des strates et des structures qui sont très ébranlées par la dissolution. On va dire, c'est le seul avantage de la dissolution, c'est qu'on a montré la fragilité de ce système qui est en train de s'effondrer. La souveraineté populaire doit rester, Alexandre Jardin, la façon dont le peuple décide, dont il doit être gouverné et par qui il doit être gouverné. C'est la seule issue. C'est la seule issue. Contre les bureaucraties, il faut plus de démocratie. Et il faut adjoindre à la démocratie représentative qui doit faire le boulot courant, il faut adjoindre de la démocratie directe. Sinon, on s'en sortira jamais. Ça existe dans certains pays. Les votations suisses, ce n'est que ça. Mais c'est que... Mais là la Suisse, c'est pas une dictature, je pense, parce qu'on dit la Suisse, c'est pas un exemple. Si, la Suisse est un exemple de démocratie très avancée, où le peuple est consulté en permanence et décide de tout. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Donc, pourquoi on va lancer ce processus pour faire rentrer la France dans la culture référendaire? Pourquoi on fait ça? Parce que je ne veux pas qu'en 2027, quelle que soit la personne qui sera élue, je ne veux pas que le peuple lui laisse un chèque en blanc. Je ne veux pas que vous soyez tous virés le soir de l'élection.
Confisqué, on confisque. Parce que sinon, vous êtes viré pendant 5 ans. Donc, je veux que vous restiez digne. Qu'on reste un peuple digne. Quel peut être le protocole institutionnel, alors à ce moment-là, en parlant plus concrètement? Ça peut être quel type je vais vous dire comment ça marche, par exemple, en Suisse. Pour avoir une consultation fédérale, il faut 100 000 signatures. Il y a moins de monde, évidemment, en Suisse. Donc en France, il en faudrait, je sais pas, 500, 700 000, 800 000, entre 500 et 800 000. Et à ce moment-là, ça passe à la votation. Alors les Suisses le font de manière trimestrielle. C'est comme un QCM, vous avez plusieurs questions. Et ils se positionnent parfois sur des trucs très petits ou des choses absolument fondamentales. Résultat, ils vont chercher des consensus. Au lieu de se fracturer comme nous, parce que si vous arrivez avec un discours extrémiste de fou furieux, ben vous faites 20%, oui. 15, 5. Si tout à coup vous parlez au cœur profond de votre peuple, ben vous allez vers les 70, les 80. Donc, en gros, si vous écoutez les autres, ben vous gagnez. Et puis, il ne s'agit pas que la démocratie directe règle tout. Je veux dire, en Suisse, vous avez 93% des lois fédérales qui sont votées par le Parlement fédéral. Mais vous avez ce correctif qui fait que vous n'êtes pas obligé d'occuper des ronds-points et de foutre le bordel avec des tracteurs si on vous assassine. Depuis quelque temps, le débat politique français, on peut le qualifier de violent, de crispé. La dialectique, c'est le dénigrement, l'opprobre. On dénonce. L'autre est un salaud. Celui qui ne pense pas comme moi est un salaud. Alors, vous allez me dire, ça vient déjà des guerres de religion, ou dans une même religion. C'est la guerre civile la plus épouvantable qu'on a eue en Europe occidentale sur les guerres de religion au XVIe siècle, au nom de l'Évangile, tout ça. C'est ça qui est paradoxal. Aujourd'hui encore, et on le voit dans les débats à l'Assemblée nationale ou dans les confrontations, vous dites bien Alexandre Jardin, on peut discuter. Voilà. Aujourd'hui, on est dans l'insulte. Pourquoi on en est arrivé là? Quand vous avez un système où vous n'avez plus aucun lien entre votre bulletin de vote et l'action réelle, parce que c'est ça qui se passe, puisque nous ne contrôlons absolument pas les instructions venues de Bruxelles qui sont transposées chez nous. Le contrat n'est pas rempli. Le contrat n'est pas rempli. Le contrat démocratique. Et quand vous avez un appareil public qui échoue dans quasiment tout, c'est-à-dire que notre outil militaire est insuffisant, notre échec éducatif est épouvantable, socialement insupportable, notre échec de l'intégration est désespérant pour la noblesse de notre pays. Tout ce qui était grand a foiré. Oui, l'hôpital, l'école, l'intégration, tout est en train de se déliter. Parce que vous avez un système qui en lui-même n'est plus opérant. En gros, dans les questions référendaires que l'on posera, ça sera aussi le coût des structures. En gros, les structures de l'État bouffent 30% de la dépense de l'État. C'est complètement dément. Lorsque Borloo va pousser des hurlements partout en disant que c'est le bordel, je veux dire, en France, vous avez dans un village, vous avez une structure pour le tourisme, vous l'avez à l'agglo, vous l'avez au département, vous l'avez à la région et vous l'avez à l'État, vous le payez. Alexandre Jardin. Ça n'a pas de sens. Pour construire une piscine, il faut 5-6 ans, 10 ans, parce qu'il faut des financements croisés. Donc, il va bien falloir qu'on revienne à une structure, un responsable, une action. Un interlocuteur. Pas 18. Et des gens qui peuvent rendre compte, qui rendent compte, comme un maire rend compte à sa population, les autres élus de la République ne sont confus. Et ça, selon les évaluations, c'est entre 130 et 190 milliards d'économies. Alexandre Jardin, le but de votre mouvement, on est d'accord, c'est d'imposer d'une certaine manière des référendums au gouvernement. Vous faites comment pour imposer un référendum légalement, en fait? Parce que vous avez sans doute vu la pétition, par exemple, la demande de référendum proposée par Philippe de Villiers, qui a dépassé les 1 million de signatures. Les 2 millions de signatures, ça n'a débouché sur rien parce que la proposition n'avait pas été déposée sur une plateforme qui appartient à l'Assemblée nationale. C'est plus fondamental. C'est que lorsque vous prenez un sujet, vous faites le plein sur votre sujet. Oui. Or, nous lancerons des référendums sur 5, 6 ou 7 questions. Oui, mais vous les lancez comment, les référendums? C'est parce que là, c'est des référendums... On va lancer des campagnes. Oui. Chaque groupe qui sera derrière sa question représentera des segments de la population différents, de couleurs, de sensibilités différentes. C'est-à-dire la nation.
Donc il faut jouer le jeu. Ouais. Nous sommes différents. Et tout ça va s'additionner. Et c'est en s'additionnant qu'on va créer un mouvement national. Alors que si vous le faites sur un segment, vous faites le plein de votre segment. C'est segmenté. Et ça sert à rien. Alexandre, nous avons Dominique qui nous appelle de Rochefort. Dominique, est-ce que vous avez envie de participer à un des référendums qu'Alexandre Jardin va susciter, propose à notre pays? Oui, bonjour Federico et bonjour Alexandre Jardin. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir. Et puis j'avais plusieurs questions, mais je vais vous répondre d'abord à la vôtre. Alors, je suis ancien gilet jaune. Avec ma femme, on a adhéré au mouvement des gueux. Oui. Et effectivement, oui, bien sûr, participer à un référendum, c'est la première mesure démocratique la plus importante qui soit. C'est évident. Je voulais poser alors une question très pratique par rapport à Alexandre. J'ai essayé d'ouvrir un compte avec ma femme sur le site des gueux. Oui. Et c'est compliqué, j'ai pas réussi. Alors, on est en train de le simplifier. Service client sur Sud Radio. Vous avez raison. On est en train de le simplifier. Pour l'instant, il y a 3 boutons. Si les gens cotisent à 5 € ou plus, ça manque de clarté. On va le simplifier, mais ça fonctionne. Obstinez-vous. Sinon, on va l'améliorer et dans les semaines, je pense, dans les 10-15 jours à venir, il y aura une intelligence artificielle qui utilisera ma voix pour vous guider. Ouais. Ah, mais dis donc, on va pas vous cloner quand même, moderne. j'espère. Non, pour l'instant, c'est clair. Mon Dieu, à quoi on s'expose? Donc, monsieur, il y aura une intelligence artificielle qui vous guidera avec ma voix. Il faut encore 10-15 jours. On est en train de simplifier ça. Donc, les milliers de gens qui sont parvenus, parce qu'on est quand même là, Oui, Dominique ne doit pas être le seul. Je pense que s'il pose la question, c'est que d'autres personnes. Oui, c'est bien qu'on reste à l'antenne pour interagir parce que j'ai une autre question à. Oui, Dominique, on vous écoute. Par rapport aux gueux. C'est-à-dire que comment on peut faire pour relayer et aussi mener des actions, pas qu'à Paris, parce que je suis très loin, avec un groupe de gueux local, qu'on puisse mener des actions similaires dans notre région. Alors, sur le site des gueux, vous pouvez vous créer un profil avec une vidéo qui vous connecte avec les gens du mouvement par territoire. C'est très important parce que on n'a pas à gérer ça à Paris. Pour mener quel type d'action ? Alors, les actions, elles vont être de plus en plus importantes, plus on va rentrer dans les phases référendaires. Et là, les gens du mouvement des gueux vont être consultés, vont participer à ça. Et au lancement, chacun sera très actif. Quand vous aurez, à cette date, on sera à peu près 10 000. Quand on sera à peu près 10 000 qui auront une action locale... Une action locale, ça peut être quoi ? C'est de l'affichage, c'est de l'affichage sur les réseaux, c'est du boitage. En fait, on est tous co-responsables de notre pays. Tout le monde met la main à la pâte, quelque part. C'est collectif. C'est collectif. Chacun des gens qui vont nous écouter. Et si on arrive à aligner entre 5 et 7 très grandes équipes derrière chaque question, garantissant l'effectivité des propositions techniques, et qu'on y va, on va faire l'histoire. De l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace. C'est la France. Comme disait tantôt. La France a toujours été faite comme ça. Dominique, vous nous appelez d'où ? Parce qu'il y a beaucoup de Rochefort en France. Vous êtes où, monsieur ? Federico, juste une dernière question. Oui. Est-ce qu'on peut mettre un jour à l'ordre du jour le gros problème de l'identité numérique et de l'euro numérique qui risque de nous transformer en esclaves de la... Bien sûr. Sujet très lourd. On trouvera le spécialiste engagé et peut-être qu'Alexandre Jardin aura son mot à dire aussi. Alors, vous ne croyez pas si bien dire parce que le maître d'œuvre de l'application référendaire est un Suisse qui lui-même, dans son canton en Suisse, est arrivé par voie référendaire à faire appliquer le refus de l'identité numérique à Neuchâtel. Parce que les conséquences, alors on ne va pas ouvrir ce débat, mais c'est énorme. Il viendra ce débat, il viendra forcément. C'est énorme. Nous devons rester propriétaires de nos vies, de notre santé, de nos... on ne doit pas devenir une colonie américaine, en gros. Et qui dit numérique, dit numéro, on devient des numéros. En tout cas, on est en train de mettre en place un système où nous ne serons plus. Qui ne sont pas contrôlés par notre pays. Oui, mais qui sont rétribuables et qui sont consommables et qui est... Voilà. Alexandre Jardin... Bien sûr, monsieur, vous avez évidemment raison. Hein. Alexandre Jardin, on se retrouve, on a un appel de Thierry, on le prend dans quelques instants. À tout de suite.
Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Nous sommes avec Alexandre Jardin, qui n'est pas le chef des gueux, mais qui est le porte-parole de cette détresse, cette souffrance française qu'il va organiser autour des gueux. C'est bien d'avoir un terme historique pour représenter une partie du peuple français. Et drôle. Et on sent... Parce qu'il y a aussi de l'humour là-dedans. Et on sent d'instinct que c'est déjà un parti relativement majoritaire. Mais on va être prudent là-dessus. Nous sommes en ligne avec Thierry, qui nous appelle de Vézénobre, dans la Provence-Atlantique. Thierry, je vous pose la même question. Est-ce que vous faites partie des gueux ? Alors moi, je fais plus partie des gueux peut-être que des autres, mais ça, c'est pas volontaire, simplement parce que c'est mon nom. Ah oh, alors ça. Il y avait Claude Gueux, grand roman de Victor Hugo, extraordinaire roman. Et là, on a Thierry Gueux qui nous appelle de Vézénobre. Vous avez une question à poser à Alexandre Jardin. J'ai plus que des questions. D'abord, je suis un gilet jaune depuis le début. J'ai fait beaucoup de manifestations. Je me suis beaucoup déplacé. J'ai lutté contre le système de Covid qu'on nous avait imposé en quelque sorte. Je constate aujourd'hui la PPE 3 de EDF avec une facture qui est passée de 118 à 140 uniquement grâce à la TVA. Eh ben oui. J'en suis ravi, franchement. Alors, je n'ai pas trop à me plaindre, je suis comme le précédent auditeur. Comme Dominique. Pas trop à me plaindre. Ouais, Dominique, j'ai ce qu'il faut pour vivre, j'ai pas une grosse retraite, mais ça va, ça me convient. Mais je pense à tous les gens qui rament, et il y en a de plus en plus. Et on constate même, ne serait-ce que de chercher un logement aujourd'hui, c'est compliqué. Alors, moi, je pose une question. On n'a toujours pas voté ce vote blanc. Quand est-ce qu'un jour ce vote blanc apparaîtra ? C'est un des éléments, effectivement, du débat démocratique. Référendum et vote blanc. Monsieur, il est évident que les partis jamais n'acceptent. Ils n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas. Donc, si on doit l'imposer, on le fera par référendum. C'est-à-dire que, vous voyez, typiquement, il y a plein de choses dont les partis ne veulent pas. Ça, ils n'en veulent pas. Si le peuple veut, ça sera par voie référendaire. Or, c'est bien la moindre des choses. Si vous ne trouvez pas chaussure à votre pied, que vous puissiez le dire au moment de l'élection. C'est pas indigne. Absolument. C'est respectueux. Mais vous avez un système partisan qui, évidemment, ne voudra jamais. C'est quand même un vote citoyen. Oui, voilà. Évidemment que c'est un vote. C'est quelqu'un qui se déplace pour dire quelque chose. C'est le vote que je ne suis pas parvenu à exprimer depuis plus de 20 ans. Où je me suis déplacé en déchirant mon bulletin de vote parce que je n'y croyais pas et je ne pouvais pas le dire. Donc, monsieur, je suis extrêmement sensible à ça. Et c'est une manière aussi de communiquer avec la classe politique, de voter blanc, de dire qu'on ne se retrouve pas. Mais il faut être combien 4 500 000 pour avoir une possibilité, c'est-à-dire 10% des électeurs, pour avoir une possibilité d'avoir un vrai référendum, normalement. Alors, c'est pire que ça. Quand vous avez ces 4 millions, ça veut dire que le Parlement est saisi. Ça ne veut pas dire que vous pouvez déclencher votre référendum. En fait, le référendum en France est une farce. Les textes ont prévu tout ce qu'il fallait pour que ça ne marche pas, pour qu'on ne puisse pas s'exprimer directement. Ça passe par des étapes quasiment insurmontables. C'est insurmontable. Donc, on va le faire hors institution, par des référendums libres, en utilisant une technologie qui n'existait pas avant, qui fiabilise les résultats, qui s'appelle la blockchain. À échelle communale. Communale, régionale ou nationale. Donc territoriale, d'accord. On va commencer par le national. Ensuite, il y aura un dérivé de cette application que les mairies pourront utiliser. Et puis, on le mettra à disposition des autres peuples. Bien sûr, le pouvoir vous dira que c'est illégal, vous avez le droit de le faire, mais que ça n'a aucune représentativité, je pense. On leur laissera à un moment la légalité et nous aurons la légitimité. La nuance est énorme entre légalité et légitimité. Mais à un moment, moi ce que j'ai appris dans le combat contre les ZFE, c'est que quand vous avez 80% d'un peuple sur une mesure, bizarrement ça passe à l'Assemblée. Oui. Donc, il y a un seuil d'inquiétude où ils écoutent. Lorsqu'on va lancer ces référendums libres, on va essayer de trouver des formulations à la Suisse pour essayer de faire des grandes majorités qui vont s'imposer. Parce que le système politique ne peut pas tout le temps dire non à 80% d'un peuple. Il peut ponctuellement, mais il ne peut pas massivement. Thierry, vous aviez une autre question.
Mais je suis d'accord avec vous sur le blanc. Tout à fait. Merci, M. Jardin, c'est bien expliqué. Là, oui, parce que tout à l'heure, vous parliez de l'identité numérique en Suisse, mais quand même, il faut savoir que ça a été 2 fois demandé en votation pour, comme un petit peu, on nous avait demandé, vous savez, en 2005, pour un certain Maastricht. Ils l'ont fait 2 fois quand même, hein, pour être sûr que vraiment les gens, ils avaient bien voté. Eh bien, dans les questions référendaires auxquelles nous réfléchissons, il y aura très probablement, à un moment ou à un autre, la question fondamentale, en cas de conflit avec l'Union européenne, voulez-vous, oui ou non, que le droit français s'applique? Prime. La question est simple. C'est simple. Ça ne veut pas dire tout foutre en l'air sur le continent, puisqu'on ne va pas évaporer nos voisins. Ils sont là, ils existent. Mais quand on a un conflit, est-ce que votre bulletin de vote reste effectif ou est-ce que vous devenez un gueux? Est-ce que vous restez un citoyen? Donc ça fait partie des questions et je pense que le peuple s'exprimera lourdement. Parce que autant il y a des débats sur rester ou sortir de l'Europe, autant la primauté de notre bulletin de vote, c'est-à-dire de notre souveraineté individuelle, c'est-à-dire rester des citoyens, pas des gueux. La souveraineté populaire est le vrai sens de la vraie définition de la démocratie. Oui. Hors de souveraineté populaire, c'est pas une vraie démocratie. Et je pense, Alexandre, vous considérez aussi qu'aujourd'hui la démocratie française est un petit peu abîmée, un peu altérée par la façon dont elle fonctionne. Ben, elle fonctionne pas. C'est-à-dire que le lien entre ce que vous allez voter et ce qui se passe en vrai n'existe plus. N'existe plus. Il y a des espèces d'arrangements entre partis qui bidouillent et qui font leur cuisine à l'Assemblée de manière complètement déconnectée de ce que la nation demande. Espérons, Alexandre Jardin, que ce qui aujourd'hui nous tourmente le plus, nous inquiète le plus, c'est les abstentionnistes. C'est le parti majoritaire. Oui. Voilà, peut-être que le mouvement des gueux, peut-être que cette idée qu'on va revenir à un référendum où chaque voix pourra compter, pourra peser, être entendue, va peut-être ramener les abstentionnistes qui ne croient plus à rien. Par sujet. Par sujet. Et par sujet concret. Dans la réalité votre facture d'électricité. Proche de leur réalité. Est-ce que vous voulez des choix collectifs qui aboutissent à moins 25% ou est-ce qu'on continue la tendance haussière? Et ça leur parle. Mais oui, parce que c'est concret. Ça touche au quotidien, oui. ça touche à leur réalité. C'est nos vies. De tous les jours. Alexandre Jardin, le mot jardin, les jardins, c'est aussi une saga dans l'histoire de France. 3 personnalités. Je disais Jean tout à l'heure par lapsus. Vous avez des surnoms dans votre famille. Votre grand-père Jean, c'est le nain jaune. Pascal, votre papa, c'est le Zubial. Le zèbre, c'est vous ou non? Alors, maintenant vous êtes plus zèbre, vous êtes gueux en plus maintenant. Vous êtes premier gueux. C'est une famille compliquée. Alors je rappelle, Jean Jardin, directeur de cabinet de Pierre Laval, donc à une période tourmentée, personnage controversé. Vous avez écrit dessus des gens très bien, bien sûr. Bien sûr, cette période de Vichy, il n'y avait pas que des salauds à Vichy. On le sait, personne ne remet en cause la collaboration du pétainisme, la collaboration avec l'Allemagne, cette période épouvantable. Des grands leaders de gauche, Marcel Déat, Jacques Doriot, qui étaient les chefs des collabos, Pierre Laval, qui avait été président du Conseil, qui avait été socialiste, et le président du conseil de Vichy, du maréchal Pétain, et il a pour directeur de cabinet, un des directeurs de cabinet, votre grand-père Jean Jardin, dont on saura ensuite que, il a participé à un moment donné. Pendant 2 ans. Pendant 2 ans. Oui, mais il va jouer le double jeu et il va sortir, il va donner des visas, il va participer, il va aider des résistants et il va prendre le premier les contacts avec les Américains. Malheureusement, il se conduit bien quand le vent tourne. Oui, donc vous estimez qu'au départ, il est sincèrement engagé dans le régime de Vichy. Oui, mais tous ne l'ont pas fait. Et il y a un autre qui s'appelle Jean Dumoulin de la Barthette, qui est directeur de cabinet du cabinet civil du maréchal Pétain, lui aussi. D'ailleurs, ils vont être évacués tous les deux. À un moment donné, on va demander leur départ. Votre grand-père sera inquiété par la... C'est l'une des plus grandes douleurs de ma vie. Vous y êtes pour rien, je vous signale. Oui, mais c'est quand même terrible. Parce que quand vous portez un nom qui à un moment est sali, c'est insoutenable. C'est-à-dire que c'est quand même insoutenable. Même s'il y a tous les bémols que vous pouvez mettre. Jean-Pierre Azéma convient, qui est un historien, que Jean Jardin, à un moment donné, il y a des choses dont on ne peut pas l'accuser et dont il n'a pas été responsable.
Je ne suis pas d'accord avec Azéma. D'accord. Vous pensez quand vous êtes le directeur de cabinet du chef du gouvernement, vous êtes l'homme le plus informé de France. Donc il savait certaines choses. Vous êtes l'homme le plus informé de France. Vous avez accès à tout ce que nos services de renseignement savent à ce moment-là. La préfecture le rapport Sadowski qui atterrit début avril 42 à la préfecture de Paris, il y a accès. C'est très douloureux. Pourtant, c'est extrêmement douloureux et ça n'empêche pas que la famille continue. Son fils Pascal, votre père, est un homme, un cinéaste, un homme d'art, un homme de culture, un bon vivant exceptionnel. Je veux dire, on ne vit pas avec l'erreur du grand-père. Et vous continuez dans cette ferveur, cet amour de la France. Moi, je suis vraiment démocrate. J'allais dire cette forme de socialisme au sens littéral du terme, proche des gens, proche de la réalité, et vous continuez un combat. Militant associatif. Militant associatif, pour la démocratie, au nom de la liberté, l'égalité, la fraternité. C'est quelque chose, on sent bien que ça vous anime, ça vous brûle à l'intérieur. Vous souffrez de la façon dont ces valeurs sont maltraitées et vous vous engagez personnellement, malgré votre carrière de romancier. Mais j'écris aussi. Je sais bien. Je sors un roman en janvier. J'ai adoré Française. J'ai adoré Française. J'ai adoré le roman vrai d'Alexandre. Et ma mère avait raison. Je rappelle que votre maman, Pascal, a eu deux épouses. Claudine Fayard, avec laquelle il a eu Nathalie, votre demi-frère Emmanuel, vous racontez, il s'est suicidé. Et votre maman s'appelle Stéphane Sauvage. Et donc, si vous étiez en Espagne, vous vous appelleriez Alexandre Jardin Sauvage. Il y a quand même une symbolique absolument sublime. Merci Alexandre Jardin d'avoir été là. Vous allez évidemment revenir parce que l'affaire des Et je rappelle, le 11 novembre, le matin, je serai devant la gare avec les agriculteurs devant la gare et les pêcheurs de la gare Montparnasse, le 11 novembre et à l'heure du déjeuner, où il y aura un marché pour vous rendre du pouvoir d'achat. Bon, je pense que vous savez que vous êtes entendu. Marché des gueux. Et je crois que vous avez déjà des élus de la République qui sont derrière vous pour que ce mouvement des gueux aboutisse. Beaucoup. Et remobilise le peuple français vers une reconstruction de la République à laquelle nous sommes profondément et foncièrement attachés. Merci Alexandre Jardin.